Les amis, bonsoir et bienvenue sur Made. Ce soir, on va parler d'un sujet très connu par le monde des startups. On va parler des licornes. Alors, une licorne, c'est quoi? Une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est la valeur de ses actifs au complet. Et on va parler principalement des licornes africaines. On va pas entrer dans les détails techniques, on va juste passer en revue quelques licornes africaines ainsi que leur date d'accession au statut de licorne. La vidéo ne sera pas très longue et on vous souhaite de l'apprécier. Bien évidemment, n'oubliez pas d'y mettre un commentaire, un like et un partage si possible. Ça soutient la chaîne, ça soutient le travail qu'on fait et nous, ça nous fait très plaisir. Du coup, sans plus tarder, on passe à la vidéo directe. Bon, pour éviter que ce soit trop long, on va pas passer en revue toutes les licornes africaines. On va essayer d'en prendre 5. Il ne s'agit pas là d'un top 5, bien évidemment. On n'en a pas les compétences, mais on les classera par secteur d'activité et également par pays. L'objectif ici est de ne pas faire une vidéo entière sur les fintech, mais essayer de parler d'autres choses, d'autres stratégies de développement et également de ne pas tout focaliser sur un seul pays. Donc, on prendra le temps de passer par le Nigeria, le Kenya, etc., etc. Prenez un truc à manger, mettez-vous dans un coin et on est parti. Ok, la première entreprise nous vient du Nigeria. Elle se nomme Flutterwave. Elle a été fondée par deux entrepreneurs du nom de Agboola et Aboyedi. Elle offre des solutions de paiement pour les entreprises africaines. En d'autres termes, lorsque vous faites des paiements sur des applications web, des plateformes web ou bien des services web, il se peut que vous ayez déjà eu affaire à Flutterwave. Elle a levé 170 millions de dollars en 2021, faisant ainsi passer la valeur totale de ses actifs à plus d'1 milliard de dollars, lui accordant ainsi le statut de licorne. Il faut aussi rappeler que l'entreprise ne fait pas que dans les services financiers, elle complète la palette avec des services comme les boutiques en ligne ou encore la distribution d'API. À ce jour d'ailleurs, son API a été utilisé plus de 20 millions de fois et elle travaille avec des clients importants comme Uber ou encore Microsoft. L'entreprise est située dans de nombreux pays et les créances peuvent être payées dans de nombreuses devises. La majeure partie des pays africains sont représentés et l'intégration se fait avec la majeure partie des langages de programmation connus. La deuxième entreprise de laquelle on parlera aujourd'hui pour le coup est ma favorite parce qu'elle traite d'un domaine qui est souvent peu exploité en Afrique, un marché très important mais qui n'est pas assez souvent prospecté par les entreprises africaines. Il ne s'agit pas d'une fintech, il ne s'agit pas d'une plateforme de e-commerce, il ne s'agit pas non plus d'une plateforme de service cloud, il s'agit d'une plateforme de mise à disposition des talents. Et son nom n'est rien d'autre que Andela. Bon, on va parler de Andela. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Andela est une start-up africaine, plus précisément nigériane, qui travaille dans le domaine très fermé de la mise à disposition des talents. Des entreprises similaires qui travaillent dans ce domaine sont des entreprises comme Fiverr ou encore Upwork. Et Andela, quant à elle, a pour particularité qu'elle met à disposition des talents venant de tous bords, tant sur le continent africain qu'à l'extérieur. Les domaines dans lesquels les talents sont recrutés sont principalement ceux liés à la tech. C'est le cas notamment de la construction d'applications mobiles, de l'intelligence artificielle, du cloud engineering, de l'analyse de données, etc. En bref, les domaines qui structurent l'ensemble de l'écosystème tech peuvent être servis par le biais de la plateforme. Elle travaille avec de prestigieux clients comme GitHub, The Wither Company ou encore ESG ou même Coursera. Et les résultats qu'elle engrange sont juste incroyables. À ce jour, on note plus de 150 000 mises en relation entre clients et entreprises. Près de 80 000 dollars de coûts économisés du fait du recrutement d'un talent et les projets sont livrés sur la plateforme 33% plus rapidement qu'ailleurs. Bref, cette plateforme est une réelle révolution, tant pour l'écosystème tech mondial que pour le monde des startups africaines. Chez Made, on apprécie tout particulièrement cette startup parce qu'elle a un vrai impact sur le monde de l'ingénierie et plus précisément de la tech africaine,
et parce qu'elle s'attaque à un marché qui assez souvent ne semble pas être dédié au continent africain. La particularité de ce modèle d'entreprise fait qu'il était très important pour nous d'en parler. En ce qui concerne son management et sa structure financière, Andela a été cofondé par 4 personnes. Nous avons Carol Chang, qui est l'actuel CEO, Nadaya Enegezi. Nous avons également Lionoluwa Aboyedi, qui est également le cofondateur de Filterwave. Nous avons Christina Sass. Et enfin, nous avons Jeremy Johnson, qui est le cofondateur et ancien CEO de Forbes 30 Under 30. L'entreprise a levé plus de 380 millions de dollars entre 2015 et 2021, allant jusqu'à la série E, faisant passer ainsi sa valeur à plus de 1,5 milliard de dollars. Son actionnariat et son board sont structurés avec de grandes entreprises américaines, notamment la SoftBank Vision, qui a clôturé le dernier tour de table de série E de plus de 200 millions de dollars, tour de table qui lui a permis d'accéder au statut de licorne. Nous avons également la Generation Investment Management, dirigée par Al Gore. Et enfin, nous avons la Chan Zuckerberg Initiative, dirigée par Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan. Les revenus de l'entreprise auraient dépassé la barre des 200 millions de revenus annuels et l'entreprise est actuellement rentable malgré une croissance de plus de 15% par an. Et même si aujourd'hui l'entreprise n'est plus dirigée par ses fondateurs de départ, tous les indicateurs semblent être au vert pour l'évolution coordonnée de cette structure. La prochaine entreprise qu'on va étudier est une entreprise qui nous vient du Kenya, qui a un modèle de développement assez particulier, qui œuvre dans un secteur totalement différent des 2 secteurs qu'on a précédemment couverts. Il ne s'agit pas là d'une fintech, il ne s'agit pas là non plus d'une plateforme de mise à disposition des talents, mais il s'agit d'un produit technologique centré autour de la logistique qui, avec le temps, a su réellement se diversifier. La particularité de son modèle ainsi que l'impact que cette entreprise a sur les petits commerçants ont fait en sorte qu'on s'est dit qu'il est important qu'on la mette en avant. Cette entreprise se nomme Wasoko et c'est la 3e entreprise de notre classement. L'entreprise Wasoko est une entreprise très particulière. Pour comprendre Wasoko, il faut étudier en détail son business model. Si on devait décrire Wasoko en quelques mots, on dirait c'est la version la plus aboutie d'un service de logistique. Elle est partie de sa compétence première qui était la logistique pour ouvrir à d'autres services, en prenant le soin d'intégrer verticalement les besoins des commerçants de la petite à la grande échelle. Son business model est tellement complet qu'il lui donne des capacités quasiment monopolistiques. On va essayer de le décrire en prenant une petite histoire. Supposons que nous avons un commerçant, pour le besoin de la cause, on va l'appeler Moussa, qui utilise l'application Wasoko. Avec l'application Wasoko, Moussa peut se faire livrer sa marchandise, mais en plus de se faire livrer sa marchandise, il peut également directement la commander. Wasoko ne facture pas de bénéfice à la commande, mais Wasoko gagnera de l'argent à travers une économie d'échelle. Et pour ce faire, Wasoko se servira de sa plateforme dématérialisée pour faire un cumul de commandes, faire une marge sur la commande à travers une économie d'échelle et faire également une marge sur la logistique à travers la mise à disposition des engins de transport. Wasoko possède ses propres entrepôts pour le stockage et Wasoko permet même aux commerçants de grande ou de petite échelle de payer l'ensemble de sa commande numériquement. Mais Wasoko va encore plus loin parce que grâce à une analyse de données, Wasoko peut fournir des prêts, se transformant ainsi quasiment en fintech à des commerçants qui pourront acquérir du matériel à crédit et rembourser ce crédit plus tard avec des intérêts. En bref, Wasoko offre une solution complète aux commerçants qui soient de petite ou de grande taille, la rendant ainsi quasiment monopolistique dans le secteur de la logistique et du transport. Sur le plan du management, l'entreprise a été fondée par Daniel Yu, qui est d'origine américano-égyptienne, qui à ce jour dirige encore l'entreprise en tant que CEO et visionnaire en chef et possède au sein de son board Sujit Kumar ainsi que quelques représentants des entreprises ayant participé aux précédentes levées de fonds. Contrairement aux entreprises précédemment citées, l'entreprise Wasoko n'en est qu'à sa série B.
et certaines personnes estiment que la valeur de l'entreprise à ce jour n'a pas encore atteint les 1 milliard de dollars. Néanmoins, les précédentes levées d'un montant de plus de 120 millions de dollars, couplées également à des opérations de fusion-acquisition, lui auraient conféré le statut de licorne. À ce jour, l'entreprise travaille avec plus de 10 000 partenaires et a à son sein plus de 800 employés. La particularité de son modèle d'intégration verticale rendait cette entreprise si particulière qu'il était obligatoire d'en parler. Malgré l'implantation de la start-up dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, malgré les nombreuses avancées que la start-up a pu mettre en place dans le domaine de la logistique et plus globalement de l'intégration commerciale, on lui reproche tout de même sa non-appartenance réelle au continent africain. Les impacts positifs sur le terrain sont visibles. Néanmoins, l'origine des fondateurs ainsi que des fonds pose le problème de la réelle origine de la start-up. Est-ce une entreprise africaine ou ne l'est-ce pas en réalité? Ce problème-ci ne se pose pas en ce qui concerne la prochaine start-up qu'on va étudier, qui est une start-up africaine mise en place par des fondateurs africains et dont le capital, bien qu'également structuré autour de quelques fonds étrangers, s'est quand même structuré avec une vision panafricaine. La prochaine start-up qu'on va étudier est une fintech disponible dans de nombreux pays africains et elle se nomme Tipper Cash. L'entreprise Tipper Cash est une entreprise africaine œuvrant dans le secteur de la fintech, c'est-à-dire la mise à disposition de services financiers en ligne à coût réduit. Elle a été fondée par deux personnes, la première originaire d'Ouganda, du nom de Am Serunjogi, occupant le poste de CEO, et la seconde originaire du Ghana, Majid Mujaled, cofondateur et ayant le rôle de CPO. Les services couverts par l'entreprise Tipper Cash sont nombreux et sont les mêmes que ceux d'une banque traditionnelle, à savoir le transfert d'argent transfrontalier de personne à personne, le transfert d'argent de business to business, l'utilisation de cartes virtuelles et physiques, l'achat d'actions et de crypto directement possible sur la plateforme, et même des paiements marchands et des paiements de factures. L'entreprise possède un revenu de plus de 70 millions de dollars et se sert de sa plateforme dématérialisée pour offrir des services à coût réduit allant jusqu'à concurrencer les banques traditionnelles. Ces coûts super réduits permettent à l'entreprise de se développer beaucoup plus rapidement que les banques traditionnelles dans les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest et même les pays de la sous-région Afrique de l'Est. En termes de financement, l'entreprise en a sa série C pour un total de plus de 300 millions de dollars levés, clôturant en 2021 la valeur de l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars. À ce jour, l'entreprise est dans plus de 21 pays, allant du Nigeria à l'Afrique du Sud, et a brillé particulièrement par sa stratégie d'expansion marketing basée autour du numérique, des réseaux sociaux, des artistes et de la rémunération des créateurs de contenu sur les plateformes. Même si l'entreprise a subi quelques dommages du fait de la chute des crypto-monnaies, l'entreprise a su se réinventer et montrer sa solidité face aux crises qui auraient pu influencer son secteur. Aujourd'hui, l'entreprise est stable et continue son expansion à travers divers pays africains. La dernière startup que nous allons étudier est une entreprise qui œuvre dans un domaine de réjouissance. Elle pratique l'un des plus vieux métiers du monde et le simple fait d'évoquer son secteur d'activité peut mettre les gens en joie. Vous l'avez compris, il s'agit de la nourriture et la startup que nous allons étudier est une startup kenyane du nom de Twiga Food. L'entreprise Twiga Food est une start-up kenyane créée en 2014 qui œuvre dans le domaine de l'agritech, c'est-à-dire les technologies au service de l'agriculture. Cette entreprise met en relation les agriculteurs kenyans avec les vendeurs. Elle a été fondée par deux entrepreneurs, le premier se nommant Peter Njonjo, qui est un ancien de chez Coca-Cola, et le second se nommant Grant Brook. L'entreprise agit comme une plateforme de B2B mettant en relation
plus de 17 000 fermiers avec plus de 35 000 vendeurs. Au cours de sa vie, elle a changé plusieurs fois de modèle du fait des contraintes structurelles de celui-ci. Elle se trouve en phase d'extension vers d'autres pays africains, mais pour le moment, elle œuvre essentiellement au Kenya. Et si nous avons choisi l'entreprise Twiga Food, c'est parce qu'en plus d'évoluer dans un secteur totalement différent de ceux déjà couverts, elle représente une entreprise qui, à la différence de Wasoko, a eu beaucoup de difficultés à mettre en place son modèle d'intégration verticale. L'étude de l'entreprise Twiga Food montre qu'il est possible de pivoter lors de la recherche d'un business model stable. De plus, son modèle de financement est particulier parce qu'il s'appuie sur les levées de fonds en equity, mais également sur de la dette, avec un refinancement à chaque tour de table par les mêmes investisseurs. Et on prendra le temps d'étudier tout ceci en détail. Sur le plan opérationnel, l'entreprise Twiga Food a fait évoluer son business model avec le temps. À ses débuts, elle était tellement portée sur la qualité qu'elle misait tout sur une intégration verticale. C'est-à-dire, elle faisait elle-même son agriculture, elle faisait elle-même le transport de ses produits, elle faisait elle-même ses livraisons, elle les stockait elle-même et elle maintenait sa plateforme. De cette façon-là, le contrôle qualité pouvait se faire sur l'ensemble de la chaîne et elle pouvait assurer un produit de qualité aux différents vendeurs. Néanmoins, l'importance des charges opérationnelles dues au coût en carburant, à la maintenance des véhicules et à la conservation difficile des aliments a fait basculer ce modèle. Il n'était plus possible de continuer dans ce sens-là. Les charges opérationnelles étaient devenues trop importantes et les dirigeants de l'entreprise, dos au mur, ont été contraints de passer le coup de fil qui gêne. Allô, nous sommes dans l'impossibilité de continuer de travailler avec vous. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de nous. Notre modèle n'est plus en capacité de recevoir vos services. À la fin de cette opération, 40% de l'effectif de Twiga Food a été renvoyé et l'entreprise s'est restructurée suivant un modèle Heavy Light qui consiste à décentraliser les services. La logistique est faite par les partenaires locaux, les fruits et légumes sont mis à disposition par les agriculteurs locaux, les entrepôts sont mis à disposition par les fournisseurs locaux. L'entreprise a réduit son action au software et à l'analyse de données. Ce tout nouveau modèle a été particulièrement bien accueilli par les investisseurs qui apprécient sa scalabilité et sa réduction en termes de coûts opérationnels. Ce basculement a sauvé la plateforme et a entraîné même un réinvestissement dans celle-ci par les investisseurs qui ont regagné confiance dans le tout nouveau modèle de Twiga Foods. En parlant d'investissement, l'entreprise Twiga Food a eu un modèle de financement assez particulier. À ce jour, elle a reçu plus de 170 millions de financements répartis entre les levées de fonds et la dette. Elle a fait sa série A en 2017 avec des investisseurs comme IFC ou encore Telecom Capital. À ce moment-là, elle a lancé sa plateforme de B2B au niveau du Kenya et par la suite, 2 ans plus tard, en 2019, elle a levé 23,8 millions de dollars et 6,25 millions de dollars en dette. En ce moment-là, elle travaillait avec des investisseurs plus importants comme Goldman Sachs aux États-Unis et se voyait réinvesti par les mêmes investisseurs du début, à savoir IFC ou encore Telecom Capital. 2 ans plus tard, elle s'est vue lever un montant de plus de 29 millions de dollars sur une dette prise auprès des mêmes investisseurs qui étaient dans son capital depuis le début, IFC entre autres, ou encore Telecom Capital. Et enfin, en 2021, elle a levé près de 50 millions de dollars auprès des mêmes investisseurs qui manifestent de nouveau leur confiance envers l'entreprise. On parle ici d'entreprises comme Telecom Capital ou encore IFC, etc. Et enfin, le dernier financement qu'elle a reçu était de plus de 30 millions de dollars par des investisseurs, entre autres au précédent. Entre autres, on a Creadev ou encore Juven. La somme cumulée de l'ensemble de ces investissements se trouve à près de 170 millions de dollars et on estime aujourd'hui la valeur de l'entreprise à plus d'1 milliard de dollars. Il faut rajouter que la dette a permis à l'entreprise de ne pas perdre une grande participation en termes d'actions et a permis aux investisseurs qui étaient là depuis le début
de renforcer leur influence dans le secteur de l'agrotech. Un tel modèle de financement montre une forme de soutien de la part des investisseurs institutionnels avec lesquels Twiga Foods a commencé. Néanmoins, le passage par la dette peut montrer une certaine forme de peur à l'idée d'expandre les capacités de Twiga Foods. Certains estiment que si l'entreprise était passée par des levées de fonds classiques sans nécessité de remboursement immédiat, elle aurait pu penser à un développement plus important que celui fait au Kenya. Bon, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. On aurait pu mettre beaucoup plus de startups, mais on a tenu à maintenir une startup par secteur d'activité. Ce qui était important, c'était les stratégies de développement. On espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si vous avez des rajouts, mentionnez-les également en commentaire et on pourra en discuter. Sinon, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité africaine et plus globalement la tech et l'économie autour de l'Afrique.